Ravi de vous retrouver pour Face à Philippe de Villiers. Cher Philippe, bonsoir. Bonsoir Elliot. Bonsoir Geoffroy. Bonsoir. Je suis soulagé parce qu'avec Paris bloqué, avec la venue de Joe Biden, je me suis dit peut-être que Philippe de Villiers ne sera pas là. Il ne pourra pas rentrer dans Paris. Le périphérique est bouclé, il y a des bouchons de partout. Donc je suis certain que les téléspectateurs sont rassurés. Paris brisé, Paris outragé, Paris embouteillé. Bon, cette émission, cher Philippe, moi je voulais qu'on mette un terme aux informateurs bien informés. J'avais dit c'est terminé, c'est bon, on a fait la blague. Mais ça nous dépasse. Mais oui, Geoffroy, c'est pas possible. C'est-à-dire que c'est devenu non mais si, c'est devenu une ligue. Geoffroy Lejeune, expliquez-moi parce que en fait maintenant les informateurs bien informés informent Geoffroy Lejeune désormais. Moi j'y suis pour rien. Geoffroy, racontez-nous, qu'est-ce qui se passe ? Si, c'est tombé sur moi. En fait, Elliot avait lancé un appel il y a quelques semaines et donc maintenant les gens m'envoient donc j'ai un petit stock maintenant d'archives à vous montrer et donc cette photo, il faut qu'on la voie. Je pense que il faut expliquer aux téléspectateurs. Regardez Philippe. Quand on est en plateau, on voit mal l'image. Est-ce que vous vous reconnaissez ? Moi, je vois rien. Ah, vous n'avez pas l'image ? Ah mince. Non, mais Philippe, vous n'avez pas le retour avec la photo ? Malheureusement, on voit très mal. Regardez, est-ce que vous la voyez à droite ? Non, mais je vois une brioche, la danse de la brioche. Oui. C'est la danse de la brioche et vous êtes habillé en sous-préfet. Et c'est vous qui faites la danse de la brioche. Ah oui. Donc ça doit être les débuts du Puy du Fou. J'en ai une autre pour la semaine prochaine qui est bien aussi. Non, mais en fait, je sais, c'est au Puy du Fou. Et j'avais fait un pari. Le pari de jouer un soir, en tant qu'acteur, au village de la pêcherie, et de me mettre en sous-préfet. Et d'intervenir dans une scène inédite que j'ai créée pour l'occasion. Et ensuite, il y a eu la surprise, quand je suis revenu dans le vestiaire, ils m'ont préparé le fameux brancard qu'on préparait jadis en Vendée dans les noces. On portait une brioche qui était très lourde, et c'était un signe pour les hommes, au moment du passage de la noce, le signe de leur vitalité. Aujourd'hui, on pourrait plus faire ça avec les wokistes, mais voilà. Donc on continuera la boîte à souvenirs. Et en fait, il y a un peu de dérision, quoi, parce que j'ai jamais pris mon uniforme très au sérieux. Mais il faut que les gens comprennent quand même, vous l'avez raconté ici une fois, mais vous avez créé le Puy du Fou quand vous étiez étudiant à l'ENA. Oui, pendant l'ENA. Ouais. Pendant l'ENA. J'ai fait l'ENA buissonnière. Et ensuite, vous avez été sous-préfet, il y avait le Puy du Fou en parallèle. Oui. Vous avez été ensuite élu local, il y avait le Puy du Fou en parallèle. Ministre, il y avait le Puy du Fou en parallèle. Oui. Enfin, c'est... Oui, mais tous les gens croient que j'ai fait le Puy du Fou quand j'étais sous-préfet en Vendée. Ils écrivent ça, Le Monde et tous les journalistes. Mais c'est faux. J'ai fait le Puy du Fou quand j'étais à l'École nationale d'administration. Et j'étais régulièrement convoqué par M. Pierre-Louis Blanc, qui est encore vivant, qui est un homme respectable, le directeur général de l'ENA, et qui me dit « Monsieur de Villiers, j'apprends que chaque week-end, vous partez chez vous en Vendée pour préparer un spectacle. Alors, écoutez, nous, on forme des inspecteurs des finances, pas des saltimbanques. » Et il me menaçait de me retirer le petit pécule auquel avaient droit les élèves de l'ENA en tant qu'élèves fonctionnaires. Et il m'a dit, ça peut aller très très loin. Vous pouvez être exclu. Dans l'histoire de l'ENA, vous seriez le premier. Et puis l'histoire se termine très bien. Il était là au premier rang, à la première du Puy du Fou, le 15 juin 1978. 15 juin que nous fêterons ensemble. La semaine prochaine. 47 ans. Et il vous a dit quoi ? Vendredi. Et oui, il vous a dit quoi ? Il s'est excusé, il dit finalement j'avais peut-être tort de vous mettre la pression. Il avait les larmes aux yeux et il m'a dit vous êtes une nouvelle sorte d'énarque, l'énarque saltimbanque. Ouais. Avançons Philippe de Villiers et commençons cette émission parce que c'est une semaine ô combien symbolique avec les commémorations du débarquement à quelques heures également des élections européennes. On en parlera dans cette émission, bien sûr. Un président de la République omniprésent ces derniers jours. Il y a d'ailleurs dans quelques minutes une conférence de presse avec Volodymyr Zelensky, jusqu'à accorder une interview aux 20h de France 2 et TF1
hier du en même temps, puisqu'il a parlé des européennes, et puis il a parlé aussi des mesures pour soutenir l'Ukraine. Écoutez, Emmanuel Macron, c'était hier soir. Nous allons lancer une nouvelle coopération et annoncer la cession de Mirage 2000-5, qui sont des avions de combat français, qui permettront à l'Ukraine de protéger son sol, son espace aérien. Nous allons lancer un programme de formation des pilotes et puis de cession de ces avions. Et donc que d'ici à la fin de l'année, ils puissent avoir pilotes et avions. Formés en France ou là-bas? En France ou en Ukraine? C'est en France que nous formerons les pilotes. Ce que nous proposons, c'est de former 4500 soldats ukrainiens. Et donc de les équiper, de les entraîner. Il y aura des formateurs français sur le sol ukrainien. Moi, je pense qu'il ne doit pas y avoir de tabou sur ce sujet. Le sol ukrainien est souverain. Il ne s'agit pas d'aller former sur la zone de combat. Aller former quelqu'un dans la zone ouest, qui est une zone libre en Ukraine, ça n'est pas agressif. Geoffroy Lejeune, vous avez une question pour Philippe de Villiers. Est-ce que selon vous, avec le télescopage de cette interview et des commémorations du débarquement, Emmanuel Macron essaye de faire un trait d'union entre la guerre d'hier et celle d'aujourd'hui? C'est clair. Et moi, je suis très inquiet. Parce qu'il n'est plus dans la fonction. Là, c'est un bout de feu. Là. Et à chaque fois, de semaine en semaine, qu'on en parle, je décris la marche nouvelle sur laquelle on est, le palier nouveau, le cran d'après. Et on se dit, mais le cran d'après, c'est quoi? Peut-être on va y revenir tout à l'heure, mais en fait, c'est pas bien ce qu'il a fait. Parce que commémorer le 6 juin 1944 avec les anciens Rangers, c'est magnifique, c'est émouvant. Et là, il a fait un détournement mémorial. C'est-à-dire que il prend en otage la mémoire douloureuse et glorieuse de la Deuxième Guerre mondiale pour entraîner la France dans une Troisième Guerre mondiale. Et dans le même entretien, à un autre moment, parlant des élections européennes, on le voit qui exalte l'unité nationale du passé pour mieux dissimuler qu'il détruit l'unité nationale d'aujourd'hui. Et puis il y a, dans son propos et dans celui de Zelensky, quelque chose qui est misérable et intolérable. Intolérable moralement et misérable intellectuellement, c'est la fameuse réductio ad Hitlerum. Et là, je voudrais faire une mise au point parce que la plupart des Français croient que le nationalisme, c'est une forme du fascisme et du nazisme, une déclinaison. Et je leur dis ceci, historiquement et philosophiquement, la nation est à l'empire ce que la propriété est au vol. La propriété est légitime, le vol est illégitime. L'empire, c'est quand on quitte sa nation pour aller dans une autre nation. Et donc, on peut critiquer les impérialistes sans avoir à critiquer les patriotes, les souverainistes, les nationalistes, ceux qui sont attachés à leur nation. Il ne faut pas confondre les deux. Et souvent, on confond les deux. Et d'ailleurs, il y a une chose extraordinaire qu'on a vécue encore ce matin. Dans l'hémicycle, il y a le bon souverainisme et le mauvais souverainisme. Hier soir, il explique le bon souverainisme, le bon patriotisme, le bon nationalisme, c'est l'Ukraine. Il faut soutenir la nation ukrainienne, la souveraineté ukrainienne. Il le dit textuellement. Et en même temps, la phrase d'après, il dit « Oh, l'extrême droite ». C'est qui l'extrême droite? C'est ceux qui veulent défendre la nation française, la souveraineté française, la patrie française. Et moi, je mets en garde tous les Français pour leur dire réfléchissez, vous voyez la contradiction, examinez cette contradiction.
Et en fait, ce que je pense, c'est qu'on est dans l'escalade. Tous les militaires de France et de Navarre, y compris les militaires ukrainiens et russes, savent ce que veut dire le mot mirage. On a 26 Mirage 2000, on va en donner, parce que c'est une cession, c'est un don en fait, qui paye les agriculteurs français, déjà envahis par l'Ukraine. Mais surtout, les Mirage 2000, ça veut dire qu'on est en guerre. Donc là, on vient de franchir avec les Mirage 2000 et la nouvelle brigade là, pour former 4500 Ukrainiens, on a franchi un nouveau cran. Et quand on sait que face à nous, on a une puissance nucléaire qui s'appelle la Russie et qui prend les choses au sérieux, je ne sais pas où on va. Et je vais vous dire pourquoi je ne sais pas où on va. C'est que l'Ukraine a perdu. Tous les politiciens le savent et le cachent aux Français. Les militaires le savent et ne le disent pas. Ils sont tenus à, c'est la grande muette, à l'obligation de réserve. Mais nos politiciens et nos gouvernants le savent. Emmanuel Macron le sait. Les chefs d'État qui étaient là en Normandie le savent. Biden le sait. Pourquoi l'Ukraine a perdu? Parce que, voilà les chiffres. Il y a un homme sur 7 sur le terrain, un Russe sur 7 Ukrainiens. Et d'ailleurs, Zelensky, dans les couloirs, a expliqué aux chefs d'État, si vous avez des Ukrainiens chez vous, vous me les envoyez, s'il vous plaît. Et pour les obus, c'est 1 à 10. Et petit à petit, la Russie grignote. Donc, il y a deux hypothèses. L'hypothèse la pire, on fait mine de ne pas voir que la Russie va gagner. On cache aux Français que l'Ukraine est en train de perdre et on fait joujou moumoute avec les missiles. Ou bien, deuxième hypothèse, on se dit, bon, il vaut mieux arrêter tout de suite et donc on choisit la commémoration du 6 juin 1944 pour sortir de la logique de guerre et entrer dans la logique de paix. Parce qu'on parle beaucoup de la logique de paix pour Gaza et Israël, en expliquant les Israéliens maintenant sont devenus les nouveaux agresseurs, etc., ce qui est complètement faux. Ils font la guerre comme les Alliés ont fait la guerre, ils ont même bombardé Saint-Lô, etc. Quand vous faites la guerre, il y a des morts. Bon. Mais on ne parle pas du tout de la paix. Et Emmanuel Macron arrive à ce niveau de complexité sémantique. Il n'y a que lui qui est capable de faire ça. Il a expliqué, il faut l'escalade pour la paix. C'est orwellien. Il faut le mensonge pour la vérité. Le mentir vrai d'Aragon. Extraordinaire. Je me précise les faits concernant la guerre et la dernière information que nous avions à disposition, à savoir que la Russie avait conquis 47 localités en Ukraine depuis le début de l'année, annoncé Vladimir Poutine. Donc sur le terrain, vous l'avez d'ailleurs rappelé, c'est kilomètre par kilomètre carré. Tout se joue de manière très, très lente. Vous avez parlé, Philippe de Villiers, de Volodymyr Zelensky. Il était invité pour les commémorations. Il a pris d'ailleurs la parole à l'Assemblée nationale vendredi dans un hémicycle à moitié vide. Le président ukrainien qui appelle l'Europe à faire front contre la Russie de Poutine. Et écoutez. Chère France, Poutine peut-il gagner cette bataille? Non. Parce que nous n'avons pas le droit de la perdre. Cette guerre peut-elle s'éteindre en se limitant aux lignes qui existent actuellement? Non. Car il n'y a aucune limite pour le mal. Tout cela vise aujourd'hui l'Ukraine. Mais cela peut viser d'autres pays demain. Geoffroy Lejeune. Cher Philippe, que vous inspire la présence et le discours de Volodymyr Zelensky à l'Assemblée nationale? Alors d'abord, la présence en Normandie de Zelensky, c'est une curiosité. Parce que quand on connaît bien l'Ukraine, ce qui est mon cas,
et qu'on aime beaucoup l'Ukraine, ce qui est mon cas. J'ai reçu souvent les souliers ukrainiens au Puy du Fou, etc. Donc je connais bien ce pays. C'est un pays qui est cher à mon cœur. Et j'aime bien la Russie aussi. Hein. Moi, je suis européen, donc je suis européen de partout. Et j'aime Balzac et Tolstoï. Pour revenir à l'Ukraine, quand on connaît bien l'histoire de l'Ukraine, ça ne va pas de soi que Zelensky soit en Normandie. Il ne faut pas oublier, c'est symbolique, comme l'a très bien rappelé Guillaume Bigot il y a 2 jours, que le premier français, le premier héros français qui a été tué, qui s'appelle Bouétard, le caporal Bouétard, le premier héros français a été tué par des SS ukrainiens. Et si vous prononcez le nom de Stéphane Bender en Ukraine, les Ukrainiens comprennent ce que ça veut dire. En d'autres termes, il y avait beaucoup d'Ukrainiens pendant la guerre qui étaient derrière les Allemands. Et la relation entre l'Ukraine et le nazisme a été assez trouble. Donc, en fait, la présence de Zelensky, ça voulait simplement dire qu'on voulait se servir de cette commémoration, non seulement pour un geste de gratitude pour les anciens qui étaient là et qui revenaient sur les pas de leur gloire de jeunesse, mais aussi pour détourner la mémoire, comme je le disais il y a l'instant, pour préparer la guerre à venir. Et moi, j'étais profondément gêné, alors même que, comme tous les Français, j'étais ému par la cérémonie, mais gêné à l'idée de ce mélange des genres. Quant à l'Assemblée, attendez, l'Assemblée nationale, moi j'ai été député pendant longtemps, l'Assemblée nationale, c'est le lieu, c'est un lieu hautement symbolique. Et il vient faire la guerre à l'Assemblée nationale, et il vient expliquer à l'Assemblée nationale, il faut faire la guerre avec moi. Donc c'est un geste lourd. Et je vais dire quelque chose de tout bête, tout simple, que m'a dit un de mes voisins hier. Il m'a dit, c'est quand même curieux, l'Union européenne, il y a 27 pays. S'il y avait un pays en guerre, elle pourrait se mettre aux côtés de ce pays en guerre. Mais là, l'Union européenne fait la guerre pour le compte d'un pays qui n'est pas dans l'Union européenne. Et donc, c'est vraiment, on est au cœur du paradoxe. On accueille un chef de guerre, on l'approuve, on le soutient, et on s'étonne que le porte-parole du Kremlin réagisse en disant « Attention, si vous nous envoyez des missiles, on va répliquer ». Et donc les Français ne se rendent pas compte, on nous entraîne à la guerre. Et il y a quelque chose d'horrible. Le chef d'état-major de l'armée de terre qui a dit « Nous sommes prêts, les Français sont prêts au sacrifice, etc. » Attendez, on a enterré Geneviève de Galard là, aujourd'hui, aux Invalides. On a envoyé des petits Français pour rien en Indochine. Beaucoup sont parvenus, 7000 sont jamais revenus. Des petits soldats français, des volontaires, des légionnaires, etc. Bijard m'en a parlé, c'est horrible. Et puis ensuite, pareil en Algérie, à chaque fois on envoie la chair à canon. La chair à canon, ce sont nos fils. C'est pas parce qu'ils sont militaires qu'il faut les envoyer, ce que disait très bien Gabriel Cluzel tout à l'heure. Et là, il y a une légèreté de nos politiciens, et notamment du président de la République. Moi, je suis fils de militaire, frère de militaire, donc je sais ce que ça veut dire, la guerre. Et avant d'envoyer nos soldats, et pourquoi pas ensuite la conscription, pendant qu'on y est, en Ukraine, il faudrait quand même qu'on réponde à la question suivante: suis-je prêt à mourir pour la France? Oui. Suis-je prêt à mourir pour l'Allemagne ou pour l'Autriche ou pour l'Italie? C'est plus compliqué, mais si on nous dit c'est l'Europe. Mais suis-je prêt à mourir pour Kiev ou pour le Donbass? Moi, je vais regarder la carte, je ne sais pas où c'est.
Voilà ce qu'on pouvait dire sur les commémorations et en même temps sur ce conflit ukrainien. Philippe de Villiers, il nous reste quelques minutes avant la publicité. On va revenir dans la seconde partie, évidemment, sur les élections européennes. Mais avant cela, on va faire un bond dans le temps. C'était il y a 20 ans et on en parle encore. 20 ans plus tard, certains voient cette séquence politique comme l'un des plus grands dénis de démocratie. C'était en mai 2005. Les Français sont appelés à voter pour ou contre le projet de constitution européenne. On verra une archive après la publicité, mais allez, en deux minutes, peut-être que vous pouvez nous raconter ce référendum. Vous étiez un des grands artisans du non à cette période-là. Vous avez fait campagne pour le non, donc racontez-nous pourquoi à ce moment-là vous faites campagne pour le non. C'est drôle parce que j'étais côte à côte avec Laurent Fabius et Jean-Luc Mélenchon. Ah bah... Et on échangeait les sondages. Ouais. Et Fabius était sympa avec moi, il me disait un homme qui est pour le non, même s'il est de droite, ne peut pas être tout à fait mauvais. Bon. Et non, ce que je voudrais vous raconter, c'est un souvenir personnel. Le 13 janvier 2005, donc je rencontre Jacques Chirac à l'Élysée. Et là, je lui pose 2 questions. Une première question sur la supériorité du droit européen sur le droit national prévu dans la Constitution, dans le projet de Constitution, qui va être mis aux voix au référendum du 29 mai. Et là, il me répond, c'est un truc de juriste, tu m'emmerdes avec ça. Extraordinaire, la réponse de Chirac. En fait, elle est typique des hommes politiques qui ne font pas attention aux traités qu'ils signent depuis 50 ans. Ils signent n'importe quoi, ils ne font pas attention. Et deuxièmement, j'avais fait un livre ensuite à la suite de ça, appelé Les turqueries du grand Mamamouchi. Le grand Mamamouchi, je lui ai dit, pourquoi vous refusez de mettre les racines chrétiennes dans le préambule de votre constitution? Il m'a dit, parce que, il réfléchit, puis il dit, les racines de l'Europe sont autant musulmanes que chrétiennes. Alors là, comme disent les jeunes, j'hallucine. Et je le fais répéter, et répète. Bon, voilà. Donc, voilà. Et la campagne commence, et je me dis, bon, le non est très, très, très loin derrière. Tous les sondeurs disent, bon, c'est du 70-30, quoi. Et je lève 2 lièvres qui ont eu, je pense, une certaine influence. Le premier, c'est la directive Bolkestein, c'est-à-dire une directive qui dit ceci: n'importe quel prestataire de service étranger en France sera soumis aux conditions du droit social d'origine et non pas du droit social français. Et d'ailleurs, ça continue maintenant avec les Ukrainiens, les transporteurs ukrainiens. Et là, le type s'appelle Bolkestein. Et moi, je le dis Bolkestein, Frankenstein. Et je me dis, il faut que je prenne une image. Alors, je commence par le plâtrier lituanien. Et puis, je me dis, non, ça colle pas. Et je réfléchis et je pense à Fernand Reynaud. Qui c'est? C'est le plombier! Le plombier polonais. Et le mot a fait fortune. J'ai dit ça dans la salle des 4 colonnes. Et le mot a fait fortune. Et il a fait beaucoup pour le non. Et deuxièmement, la chose incroyable. Juppé décide d'envoyer le traité, 167 pages, je crois, à tous les Français. Un geste magistral. Et je lis et je vois qu'à la page 165, il y a la signature. Et il y a Abdullah-Gül. Je dis, mais Abdullah-Gül, c'est qui c'est? Mais c'est le Turc. Et il y a une photo où on voit Chirac avec à côté Erdogan. Et donc, il y a un débat avec Cohn-Bendit, Bayrou, etc. Et au cours de ce débat, je sors le traité en disant la Turquie est rentrée dans l'Europe, ça y est, elle a signé. Et là, il y a Barnier qui devient fou. Cohn-Bendit aussi. Hein. Et Cohn-Bendit aussi. Et en fait, et je dis aux Français, allez à la page 165, grâce à Alain Juppé, vous avez la démonstration de ce que je suis en train de vous dire. Voilà. Donc, ça a été une campagne absolument extraordinaire. La publicité, et on voit ce qui se passe le 29 mai 2005,
avec une archive. Pour l'instant, je ne dis rien, parce que cette archive nous amène au juin 2024, au 7 juin 2024. À tout de suite. Nous sommes le 29 mai 2005 au soir. Il est 22h. Vous êtes sur le plateau de TF1, invité de Patrick Poivre d'Arvor et de Claire Chazal, avec tous les grands hommes politiques de l'époque. Et on annonce les résultats. Regardez. 5, 4, 3, 2, 1. Nous sommes en mesure de vous donner donc le résultat. C'est le non qui l'emporte à ce référendum sur le projet de constitution européenne avec 54,5%. La France a donc dit non à ce projet de constitution. On ne peut pas faire comme si c'est rien passé ce soir. Ce soir, c'est le pape français qui envoie une grande claque à tout un système qui prétend commander notre pensée. Les appareils, les éditorialistes, tous ceux qui ont tenté d'intimider le pape français. Tout le monde a eu la parole, Philippe de Villiers. Oui, oui, absolument. D'ailleurs, je rends hommage à TF1, le décompte 50-50. Mais tout le monde sait bien que ça n'a pas toujours été le cas et que 99% des éditorialistes étaient pour le oui. Je parle de grande claque, je devrais dire grand décalage entre le pays institutionnel et le pays réel, puisque 92% des parlementaires, je vous le rappelle, sont allés abolir la Constitution à Versailles, et ce soir, il y a près de 55%, peut-être même plus, de Français qui disent non, on veut pas, on veut garder notre Constitution. Versailles, c'était il y a à peine quelques mois, au début de l'année. Il y a quelques mois seulement. Donc vous avez une représentation nationale qui part d'un côté et le pays qui part de l'autre côté. Donc nous sommes ce soir devant une crise politique majeure. Seul le président de la République peut la dénouer de deux manières. Je lui en laisse le choix. Soit par sa démission, étant donné qu'il s'est quand même lourdement engagé, soit par la dissolution de l'Assemblée nationale. Une représentation nationale qui part d'un côté, un peuple qui part de l'autre. Deux possibilités pour le président à l'époque, la dissolution ou la démission. Alors forcément, on se pose la question, est-ce qu'on peut faire un parallèle entre les résultats du référendum de 2005 et les européennes de 2024 ? C'est vrai, c'est d'une actualité incroyable. C'est fou. Oui, moi je pense qu'on peut faire un parallèle. Compte tenu de l'engagement du soldat Macron dans ces élections, normalement, la claque, elle est pour lui. Hein. Elle n'est pas pour Madame Ayé. Elle n'existe pas. C'est lui. Lui et son jeune Premier ministre. Et la deuxième point de comparaison, il est à venir. C'est quand ils vont faire comme ils ont fait avec le traité de Lisbonne. Ils vont enterrer les élections européennes, alors qu'il faudrait une dissolution. Voilà. Mais, vous savez, il y a une phrase de Georges Pompidou. Allez-y. Il disait un jour à Alain Perfit, vous savez, Alain, la différence entre une veille d'élection et un lendemain d'élection, c'est qu'entre les deux, il y a eu l'élection. Je l'ai déjà entendu, cette phrase, ces derniers jours. Petite parenthèse, et on va revenir évidemment sur les enjeux des européennes dans un instant, mais petite parenthèse, puisque plusieurs ministres ont pris la parole ces derniers jours, et trois déclarations ont attiré notre attention. Bruno Le Maire d'abord, qui explique avoir sauvé, Philippe de Villiers, l'économie française au lendemain de l'annonce de la dégradation de la note par l'agence Standard & Poor's. Stéphane Séjourné, qui se félicite que le conflit israélo-palestinien, que nous avons réussi à empêcher l'importation du conflit israélo-palestinien en France dans les colonnes de l'excellent journal du dimanche. Et enfin, Éric Dupond-Moretti qui assure découvrir par voie de presse la grande vie menée par Mohamed Amra en prison. Comment, Philippe de Villiers, vous expliquez cette incapacité, impossibilité, cette absence de remise en question? Et faut-il y voir une déconnexion avec la réalité? Bah là, je pense qu'on est dans le prix de l'humour politique. Et alors, je mets, j'ai pas bien vu, mais a priori, en numéro 3, je mets le Séjourné, donc le Talleyrand de poche, en lui disant, si vous n'avez pas vu que le conflit israélo-palestinien est chez nous, on va vous donner les chiffres. Il y a 1000 quartiers souverains qui échappent à la souveraineté française.
Et il y a des milliers et des milliers d'endroits. C'est pour ça que vous allez vous prendre une claque bientôt aux élections. Il y a des milliers d'endroits où les Français voient à l'œil nu, sans statistique, qu'on n'est plus chez nous. Deuxième prix, le cran au-dessus, c'est Bruno Le Maire. Car Bruno Le Maire, en fait, il nous dit « j'ai sauvé l'économie française ». Immédiatement, j'ai pensé au commandant du Titanic, s'il avait survécu, et qui nous aurait dit « écoutez, j'ai sauvé le Titanic. Il est au fond de l'eau, mais au moins il ne s'est pas disloqué. Si je l'avais gardé en surface, il se serait disloqué. Là, il est au fond de l'eau et j'ai vérifié, la carène est en bon état et les œuvres vives sont intactes. J'ai sauvé le Titanic. » Bruno Le Maire. Là, c'est quand même médaille d'argent. Et la médaille d'or du prix de l'humour politique, c'est évidemment le fauconnier. La fauconnerie a perdu beaucoup lorsque Dupond-Moretti a quitté la fauconnerie pour devenir garde des Sceaux. Je ne suis pas sûr que la justice ait beaucoup gagné. Et quand il dit « je remercie les journalistes qui m'ont apporté une information capitale, il y a des portables dans les prisons, il y a de la drogue dans les prisons, il y a des drones aux portes des prisons, etc. » Et avec un air du fauconnier qui n'arrive pas à récupérer son faucon, j'ai pensé à André Santini, le maire d'Issy-les-Moulineaux, qui un jour à l'Assemblée, devant Arpaillange, le garde des Sceaux de Michel Rocard, disait, il y avait beaucoup d'humour, il dit Saint-Louis rendait la justice sous un chêne et Arpaillange la rend comme un gland. C'est une référence que nous n'avions pas, qui peut surprendre un peu Philippe de Villiers. Parlons des européennes à présent, c'est la dernière ligne droite. Cher Philippe, nous sommes à 2 jours de ces élections. 50 millions de Français sont appelés à voter et à élire 81 députés. Pour résumer cette campagne, il y a 50 nuances d'Europe. Mais il existe, si on doit le résumer rapidement, un vrai clivage entre les européistes qui rêvent d'une Europe fédérale et ceux qui aspirent à une Europe des nations souveraines. Jeudi, depuis Utah Beach, en marge des cérémonies du 80e anniversaire du débarquement, Gabriel Attal a pris la parole. Et voilà ce qu'il a dit. L'Europe est née grâce à la France, elle ne doit pas mourir à cause de la France. C'est le message qui serait envoyé si la France envoyait le premier bataillon de députés d'extrême droite anti-Europe au Parlement européen. Je ne veux pas que le visage de la France en Europe passe de celui de Simone Veil à celui de Marine Le Pen. Philippe de Villiers, l'Europe peut-elle mourir dimanche ? Oui, je pense que l'Union européenne peut mourir en tant qu'institution et l'Europe en tant que civilisation peut mourir aussi. Et je vais vous dire pourquoi. La première raison, c'est que la première cause du péril mortel, c'est que l'Europe a été enfantée par les États-Unis. L'Europe, c'est un tiroir gigogne de l'OTAN. Or, l'OTAN, aujourd'hui, chancelle, ou plutôt, les États-Unis regardent ailleurs, vers l'Asie, vers la Chine. Et quand je dis que l'Europe a été inventée par les États-Unis, depuis le 6 juin 1944, toute l'histoire de l'Europe, le plan Marshall, etc., le financement de Jean Monnet, de Robert Schuman, c'est les États-Unis. C'est toute la sémantique, le pool, charbon-acier, la haute autorité, la commission, c'est une sémantique américaine. Or, l'Amérique, aujourd'hui, chancelle, l'OTAN a une durée de vie qu'on ne peut plus compter, et les politiciens français savent très bien que, en fait, l'OTAN est le fondement, je cite l'article 5 du traité de Lisbonne, le fondement de la défense collective de l'Europe. Donc la défense collective de l'Europe est en danger. La deuxième cause du péril mortel, c'est que la défaite à venir de l'Ukraine va peser lourd sur les épaules, à cause de Macron, va peser lourd sur les épaules de l'Europe, qui a maintenant un statut de belligérance.
Et donc, ayant un statut de belligérance, elle va se désagréger lorsqu'il y aura la défaite, parce qu'on cherchera les responsables, on cherchera les coupables. Et ça ne sera pas l'Amérique. L'Amérique, elle se débrouillera, comme d'habitude, pour se carapater. La troisième cause, c'est le collapsus démographique qui est en train de faire périr les peuples historiques européens et changer le peuplement de l'Europe. Et la dernière cause, c'est sans doute la plus importante et la plus actuelle, c'est l'odium plebis, comme on disait chez les Romains, la haine du peuple. C'est-à-dire, en fait, les peuples historiques se sont mis à détester l'institution, l'empire de la norme. Et en fait, beaucoup de Français ont compris, sont en train de comprendre que la construction européenne n'est pas une construction, que c'est une déconstruction. Que l'Europe, que l'Union européenne est à l'Europe ce que Le Corbusier est au Mont-Saint-Michel, c'est-à-dire une grimace hideuse de cité radieuse. Emmanuel Macron veut fondre les États-nations comme Le Corbusier a voulu raser les cités du passé. Il nous reste 2 minutes avant l'apologue, comme chaque vendredi soir. Nouvelle question de Geoffroy Lejeune. Comment vous expliquez, Philippe, qu'on en soit arrivé là, que l'Union européenne soit devenue à ce point, ne soit plus à ce point une source d'espérance pour les peuples? Parce que pendant 40 ans, on nous a dit, voilà, l'Europe, c'est 3 promesses. C'est la promesse de l'Europe qui protège. Or, on voit bien qu'elle ne protège pas. Elle est ouverte à tous les vents, elle a immolé son enveloppe charnelle. On nous a dit, c'est la prospérité. Or, on voit bien que l'Europe décroche et que c'est la décroissance, le nouvel impératif catégorique. L'Europe est un protectorat numérique des États-Unis, technologique de la Chine, démographique de l'Afrique et bientôt culturel de l'islam. Et enfin, l'Europe, c'est la paix. Or, l'Europe n'a jamais été la mère de la paix, elle a été la fille de la paix. La fille, c'est ce que dit très bien Hubert Védrine. En fait, les pères de l'Europe, c'est Truman et Staline. L'Europe, elle est la fille de la guerre froide, du containment. Et ce n'est pas l'Europe qui a fait la paix, c'est la paix qui a fait l'Europe. Or là, la paix, c'est fini. L'Europe est entrée en guerre. Donc les 3 promesses ont été trahies, je crois. Philippe de Villiers, on a commencé avec ça, c'est une semaine historique puisque nous avons célébré le 80e anniversaire du débarquement. Et je voudrais que ce vendredi soir, vous nous racontiez, Philippe de Villiers, ce 6 juin 1944, lorsque des milliers de soldats ont brisé le mur de l'Atlantique et frappé l'ennemi nazi. Philippe de Villiers, c'est à vous. Alors, d'abord, à l'état-major, à Londres, on piaffe, parce que le temps est mauvais, et qu'il ne permet pas de choisir le jour et l'heure. On attend une conjonction favorable, c'est-à-dire un plafond haut et une marée basse. Le plafond haut, flanqué d'une lune tardive, pour permettre aux 18 000 parachutistes d'être protégés par l'obscurité, et une marée basse pour déverser justement une marée humaine d'assaillants sur les plages. Parce que, comme l'a dit très bien Rommel lui-même, la guerre se gagnera sur les plages. Et voici que tout s'accélère. Le 5 juin, à 21h15, les chefs de la résistance, l'oreille collée au poste, écoutent la BBC et captent un message sibyllin, le message Verlaine. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Nation littéraire, même en guerre, la France. Alors on a compris, c'est pour cette nuit. Le sanglot long, c'est pour cette nuit. Décolle tout feu éteint depuis Londres, des centaines d'avions et de planeurs chargés de milliers d'hommes. On sait, ils savent, ils devinent que le jour qui va poindre sera le jour le plus long. La nuit est noire, pour l'instant.
les paras et les commandos tentent de se regrouper à l'aide d'une petite crécelle métallique qui imite le coassement des grenouilles. Quand on entend un grrrr, c'est qu'il y a un parachutiste dans un fossé. Si on entend deux grrrr, grrrr, c'est qu'un autre lui répond. Alors évidemment, l'image la plus impressionnante, c'est celle du clocher de Sainte-Mère-l'Église, où est accroché un grand parachute blanc, aux suspentes desquelles est pendu un Américain, un parachutiste américain. La Normandie, la côte normande est proche, elle est là. Il y a les barges de débarquement qui ralentissent. C'est le signe qu'on arrive. Et il y a deux péniches qui se détachent à l'avant de la flotte d'invasion. Les Britanniques rendent aux 177 Français du commando Kiefer la politesse de la bataille de Fontenoy. Messieurs les Français, maintenant, c'est à vous de tirer. Et les Français débarquent les premiers. Et parmi ces Français, il y a beaucoup de Bretons. Et parmi ces Bretons, il y a deux cousins, Bolloré, Goenhoen et Marc. Ils n'ont peur de rien. On dit que c'est leur ADN. Ainsi le rapporte la commission d'enquête. Les plages sont hérissées de fer entrecroisés. On se croirait en enfer. Le sol se soulève, il vibre, il tremble. Les Rangers montent à l'assaut de la falaise, la pointe du Hoc, et peu à peu, les Alliés progressent. Et puis, finalement, très vite, la bataille de France est gagnée. Mais alors commence un autre combat dont on ne parle plus et que je voudrais évoquer. Il se trouve que j'ai bien connu et apprécié le porte-parole de la France libre, Maurice Schumann, l'académicien, pas Robert, le sacristain. Maurice Schumann. Et il m'a dit ceci. Philippe, voilà ce qui s'est passé. Lorsque les Alliés sont arrivés, ils ont voulu nous imposer une autorité militaire d'occupation américano-britannique qui s'appelait Langot. Et ils sont arrivés avec du papier-monnaie. Ils ont imprimé des billets de banque, des billets qui avaient le format du dollar. Et là, pour la France, c'était inacceptable. De Gaulle s'est levé, il s'est dressé, il a dit comment un commandement étranger peut-il vouloir battre monnaie sur le territoire français? Et c'est ainsi que la France a recouvré sa liberté. Il a installé des préfets, il a déchiré la fausse monnaie, comme il disait, et le franc est revenu. Et la France a retrouvé les instruments régaliens de sa souveraineté. Le 24 août, le bourdon de Notre-Dame sonnait, la capitale chavire, Paris, Paris outragé, Paris martyrisé, Paris libéré. Et là, c'est toute la France, de Tolbiac, de Bouvines, de Jeanne, d'Austerlitz, de Verdun. C'est la France de nos pères, c'est la France de toujours, les ombres héroïques qui se rejoignent. La France ne peut pas mourir. Merci Philippe de Villiers.